2025 n'est pas juste une nouvelle année, c'est une nouvelle ère. Cette année n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, ni à ceux qui cherchent à impressionner les autres. Cette année appartient à ceux qui savent se taire, se recentrer et travailler sur eux-mêmes en silence. Regarde autour de toi. Tout le monde parle, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être validé. Les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi bruyants. Les gens n'ont jamais été aussi rapides à donner leur avis sur tout. Mais toi, si tu veux avancer, si tu veux changer ta vie, tu dois prendre la décision courageuse de te retirer du bruit. Tu dois apprendre à bâtir en secret. 2025, c'est l'année où tu arrêtes de courir après les autres. C'est l'année où tu ne cherches plus à plaire, où tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime, t'approuve ou te comprenne. C'est l'année où tu apprends à te suffire à toi-même, à trouver ta validation à l'intérieur. Parce qu'au fond, tu sais que la seule personne qui doit croire en toi, c'est toi. Le silence est une arme que peu de gens savent utiliser. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine publication et j'aime si ces mots sont utiles. Dans le silence, tu deviens plus fort. Dans le silence, tu observes les autres se fatiguer à parler pendant que toi, tu avances. Le silence te permet de réfléchir plus clairement, de planifier avec précision, de grandir sans être distrait par les opinions extérieures. Pendant que tout le monde s'agite, toi tu prépares ton ascension. Chaque matin de 2025 doit devenir un rituel. Te lever avec une intention claire, travailler sur ton corps, sur ton esprit, sur tes compétences. Pas besoin de le crier au monde, pas besoin de prouver quoi que ce soit tout de suite. Les résultats parleront pour toi. Et crois-moi, quand tes résultats arriveront, ils feront plus de bruit que n'importe quel discours. Cette année, coupe tout ce qui t'épuise. Éloigne-toi des gens qui ne t'apportent rien, des conversations qui ne mènent nulle part, des distractions qui te volent ton temps. Ta paix intérieure vaut plus que toute validation extérieure. Sois sélectif avec ton énergie, deviens intraitable avec ton temps. Et quand tu traverseras des moments de solitude, ne les redoute pas. La solitude n'est pas ton ennemi, elle est ton laboratoire secret. C'est dans la solitude que tu vas découvrir qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment et ce que tu refuses de tolérer. Alors, en 2025, marche plus lentement si tu dois, mais marche avec intention. Ne perds pas ton temps à expliquer tes choix à ceux qui ne comprennent pas ta vision. Avance. Construis. Renforce-toi. Et le jour où tu feras du bruit, ce sera le bruit de ton succès, pas celui de ton ego. Laisse les autres commenter, critiquer, rire, juger. Toi, reste calme, reste silencieux, reste concentré. Parce qu'un jour, ceux qui doutent de toi applaudiront ton courage. Et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de dire un mot. Ton silence aura parlé pour toi depuis le début. 2025 sera ton année si tu oses faire ce que la plupart refusent de faire. Te concentrer sur toi-même, protéger ton énergie et laisser le silence être ton allié le plus puissant. Si tu prends un moment pour te retourner et regarder ta vie avec des yeux vraiment ouverts, tu verras toutes les cicatrices, les traces de chaque bataille que tu as traversée. Et c'est exactement ça qui nous rend humains. La seule façon d'arriver à un âge avancé sans humilité, c'est de refuser de voir la réalité de ton parcours. Personne n'a traversé la vie sans égratignure, sans échec, sans douleur. C'est pour cela que je suis aujourd'hui si attentif à ce que j'entreprends. Ce que j'ai vécu, les épreuves que j'ai surmontées, les années de souffrance et de travail sur moi-même m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'ai aucune envie de perdre cette version de moi que j'aime enfin. Aucun projet, aucune opportunité financière, aucune promesse de gloire ne vaut le prix de me perdre moi-même. À chaque proposition, je me pose une question simple mais puissante. Qui vais-je devenir si j'accepte ? Même si le changement est petit, si le prix à payer est de trahir mes valeurs ou de m'éloigner de la personne que j'ai mis des années à construire, alors ce n'est pas un prix que je suis prêt à payer. Je préfère refuser une opportunité que de me perdre en chemin. Et c'est là tout le défi. Trouver l'équilibre entre se lancer dans quelque chose de nouveau sans se trahir, sans se dénaturer, et éviter de se cacher derrière la peur de l'échec. Parce que je ne crains pas d'échouer, mais cette fois, j'ai quelque chose à protéger, moi-même. J'ai enfin appris à m'aimer, à respecter la personne que je suis devenue. Et perdre, cela serait pire que n'importe quel échec. La personne avec qui tu passeras le plus de temps dans ta vie, c'est toi. La voix que tu entends le plus souvent, c'est celle dans ta tête. Alors fais en sorte qu'elle devienne ton allié, pas ton ennemi. Sois quelqu'un que tu respectes. Moi, j'ai appris à m'aimer, avec mes défauts, mes erreurs, mes cicatrices. Je vois mes failles mieux que quiconque, mais je vois aussi mes qualités. Et au final, je peux dire, j'aime qui je suis. Et ça, ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance, c'est l'ignorance mélangée à l'orgueil. Moi, je parle d'acceptation. J'ai échoué, j'ai réussi, j'ai détruit certaines choses, mais j'en ai reconstruit d'autres.
Et en dépit de tout ça, je me respecte. J'ai appris à me donner de la grâce, la même grâce que j'offrirais à un ami cher. La vérité, c'est que beaucoup de gens donnent plus d'amour, plus de soins, plus d'attention à leurs chiens qu'à eux-mêmes. Des études le montrent. La plupart des gens ne terminent même pas un traitement médical pour eux-mêmes, mais ils veillent à ce que leur animal le termine presque à 100%. C'est dire à quel point nous avons du mal à prendre soin de nous. Alors si tu veux apprendre à t'aimer, commence par identifier les qualités que tu admires chez les autres. Trouve quelqu'un que tu respectes profondément. Demande-toi, qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Peut-être son honnêteté, sa douceur, sa détermination, son courage. Puis intègre ces qualités dans ta propre vie. Si tu deviens le type de personne que tu admires, tu commenceras naturellement à t'aimer. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, si quelqu'un ne m'aime pas, ça ne me perturbe pas. Parce que moi, je m'aime. Et ça me suffit. Je me souviens de mes 20 ans, j'avais tout ce que la société me disait de vouloir. Succès, liberté, notoriété, plaisir. Et pourtant, je ne m'aimais pas. Je me sentais vide, comme si j'étais fait pour plus. Je ne tenais pas mes promesses envers moi-même. Je disais que j'allais me lever tôt, mais je repoussais le réveil 3 fois. Je disais que j'allais suivre un régime, mais je trouvais toujours une excuse. Et comment peux-tu croire que tu accompliras tes grands rêves si tu n'arrives même pas à respecter les petites décisions de ta journée? Alors j'ai changé. J'ai pris la décision d'arrêter de vivre dans la colère, d'arrêter de m'autodétruire. J'ai observé ce qui me rendait amer et je l'ai éliminé peu à peu. J'ai retrouvé ma paix intérieure. Et c'est ce que je veux te dire. Si tu continues à te trahir toi-même, tu cesseras de te faire confiance, tout comme tu cesserais d'inviter un ami qui ne se présente jamais. Les gens aiment les personnes qui les font se sentir bien, pas forcément celles qui sont les plus impressionnantes. Alors deviens quelqu'un avec qui tu aimes passer du temps. Deviens ton propre ami. Quand tu atteins ce point, plus personne ne pourra t'enlever ta paix. Travailler avec cette jument a été une leçon de vie. Ce n'était pas juste de l'équitation, c'était une école de patience et de psychologie. Cette jument ne réagissait pas comme les autres. Son premier réflexe, dès qu'elle avait peur, c'était de lever la tête et de fuir. Elle ne cherchait pas à réfléchir, elle cherchait simplement à s'échapper. Et pour moi, ça a été un déclic. J'ai dû sortir de la logique classique qui consiste à essayer de tout contrôler physiquement. Parce que là, il ne s'agissait pas d'un problème physique, mais d'un blocage mental et émotionnel. Je devais entrer dans sa tête, comprendre ce qu'elle ressentait, et trouver un moyen de la rassurer. Alors j'ai choisi une approche toute simple, presque invisible, mais incroyablement puissante. Quand elle était calme, au ranch, j'exerçais une toute petite pression sur les rênes. Pas pour tirer violemment sa tête vers moi, juste pour lui donner un signal. Incline légèrement ton nez. Et chaque fois qu'elle répondait, je relâchais la pression. On répétait ce petit exercice, tranquillement, sans stress. Puis, une fois sur le sentier, quand elle commençait à s'inquiéter et à relever la tête, je revenais à ce signal. Elle se souvenait de cet exercice rassurant, elle retrouvait un point de repère et se calmait. À force de répéter cela tout l'été, elle a appris à trouver la sécurité non pas dans la fuite, mais dans ce petit signal qui lui rappelait « tout va bien ». Et moi, dans le processus, j'ai fait d'énormes progrès. J'ai compris qu'essayer de tout forcer par la contrainte est souvent contre-productif. Ce n'est pas parce que tu gagnes physiquement que tu gagnes mentalement. D'ailleurs, cela me rappelle ma toute première expérience à cheval au Texas. On m'avait attribué un cheval de tête. J'étais placé tout à l'arrière du groupe et, bien sûr, le cheval s'était arrêté pour manger. La guide m'a dit « Tire un peu sur les rênes, il avancera ». J'ai tiré doucement rien. Alors elle m'a dit « Tire un peu plus fort ». Et là, j'ai mis toute ma force, comme si je faisais un soulevé de terre à la salle. J'ai fini par lui relever la tête de force, mais ce n'était clairement pas la meilleure façon de faire. C'est là que j'ai compris une leçon essentielle. Il ne suffit pas de forcer le corps, il faut gagner l'esprit. Si tu forces le corps d'un cheval à faire ce que tu veux sans qu'il en ait envie, dès qu'il en aura l'occasion, il retournera faire exactement ce qu'il faisait avant. Mais si tu réussis à influencer son esprit, si tu réussis à le convaincre que c'est dans son intérêt de te suivre, alors le corps suivra de lui-même. C'est exactement comme dans la vie. Tu peux forcer quelqu'un pendant un temps, le contraindre à faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas son esprit, si tu n'as pas son adhésion, dès qu'il sera libre, il s'éloignera. Le vrai leadership, ce n'est pas de dominer les autres par la peur ou l'autorité. C'est de leur donner envie de te suivre. Avec mes chevaux comme avec les gens, j'ai appris à travailler sur l'esprit, pas seulement sur le corps. J'envoie un signal, j'attends une réponse, et j'encourage le bon comportement jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et toi aussi, dans ta vie, réfléchis à ça. Combien de fois essaies-tu de forcer les choses au lieu de gagner l'adhésion des autres? Que ce soit avec un cheval, avec un collaborateur ou même avec toi-même, l'idée n'est pas de forcer, mais de convaincre.
Parce qu'une fois que tu as l'esprit, tout le reste suit. Ce que j'ai appris, en travaillant avec les chevaux, c'est que tout est une question de communication, de patience et de respect mutuel. Prenons un exemple concret. Pour moi, l'un des pires comportements d'un cheval, ce que j'appelle un véritable péché cardinal, c'est lorsqu'il décide de bouger alors que je suis en train de monter en selle. Imaginez la scène. Je mets le pied dans l'étrier, je commence à me hisser, et avant même que je sois assis, le cheval part en marchant. Ce n'est pas seulement agaçant, c'est dangereux. À ce moment-là, nous avons un désaccord, lui et moi. Moi, je veux qu'il reste immobile, qu'il garde ses 4 pieds bien ancrés au sol le temps que je m'installe. Puis, je déciderai quand nous partirons. Lui, il veut déjà avancer. Et plutôt que de me battre contre lui, plutôt que de tirer sur les rênes, de lui dire ouah et de faire cette espèce de petit saut ridicule sur un pied en essayant de me maintenir en équilibre, je change d'approche. Je remets pied à terre, et je transforme ce qu'il veut faire en exercice. Puisque tu veux marcher, très bien, nous allons marcher mais pas à ta façon, à la mienne. Je le fais tourner en cercle autour de moi, 8, 10 fois si nécessaire. Pas en le punissant, mais en canalisant son énergie. Je lui montre que marcher peut se faire, mais dans un cadre que je contrôle. Au bout d'un moment, le cheval en a assez. Il me dit, dans son langage corporel, « Bon, finalement, je n'ai plus envie de marcher. » Alors je lui propose, « D'accord, si tu veux rester immobile, faisons-le maintenant. » Et c'est là que la magie opère. Après quelques essais, le cheval finit par comprendre que ce que je demande est plus facile que ce qu'il voulait faire au départ. Il choisit de rester tranquille pendant que je monte en selle. Je n'ai pas eu besoin de le forcer physiquement, je n'ai pas eu besoin d'entrer en conflit avec lui. J'ai simplement changé son envie. Et quand son esprit a changé, son corps a naturellement suivi. C'est là une leçon de vie extraordinaire. Quand vous travaillez avec un cheval, il ne s'agit pas de le dominer par la force, mais de dialoguer avec lui, de lui montrer que votre solution est plus confortable que la sienne. Et vous savez ce que cela m'a appris sur les humains? Que nous aussi, nous ne savons pas vraiment communiquer. Nous croyons savoir, mais en réalité, nous nous comprenons très peu les uns les autres. La communication est notre plus grande faiblesse. Avec un cheval, la difficulté est encore plus grande, car nous ne parlons pas la même langue. Lui ne parle pas anglais, et nous ne parlons pas cheval. Pourtant, nous exigeons qu'il entre dans notre monde, qu'il obéisse à nos règles, sans prendre le temps d'apprendre les siennes. Et le langage du cheval n'est pas verbal. Tout passe par les gestes, les postures, les micro-mouvements. Ajoutons à cela une autre différence fondamentale. Nous, humains, sommes des prédateurs. C'est dans notre nature. Nous avons les yeux placés à l'avant du visage, nous voyons une cible et nous allons la chercher. Le cheval, lui, est une proie. Dans son monde, tout ce qui a les yeux tournés vers l'avant veut le manger. Il vit en permanence avec cette réalité, la survie avant tout. Et pourtant, il choisit de nous faire confiance, de nous laisser l'approcher, le guider, le monter. C'est une leçon de patience, de compréhension et d'humilité. Si nous étions capables d'appliquer cette approche avec les humains, écouter, observer, comprendre leurs peurs et leurs instincts avant d'imposer notre volonté, nos relations seraient bien plus harmonieuses. En résumé, le cheval m'a appris que la vraie communication ne passe pas par les mots, mais par l'énergie, par le respect et par la cohérence entre ce que l'on demande et ce que l'on fait. Et c'est cette philosophie qui transforme la relation, que ce soit avec un cheval ou avec un être humain. L'instinct, c'est ce qui guide chaque être vivant. Mais il faut comprendre que nos instincts d'humain et ceux d'un cheval sont radicalement différents. Nous, en tant qu'êtres humains, nous nous réveillons le matin en nous fixant des objectifs. Je veux réussir, je veux gagner plus, je veux être admiré, certains disent même en plaisantant. Mon but, c'est de devenir un mari trophée. Bref, nous vivons dans un monde de projets et d'ambitions. Le cheval, lui, se réveille avec un objectif beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je ne veux pas me faire manger. C'est tout. Voilà la différence fondamentale entre nous. Nous sommes des prédateurs, eux sont des proies. Nos yeux sont tournés vers l'avant pour nous permettre de nous focaliser sur ce que nous voulons, de viser et de conquérir. Eux ont les yeux sur les côtés, pour surveiller le monde, pour repérer chaque danger et s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Si nous voulons vraiment communiquer avec un cheval, il ne suffit pas de lui imposer notre langage et notre façon de penser. Il faut entrer dans son monde, comprendre sa peur, adopter son point de vue. Il faut apprendre à penser comme lui. C'est exactement la même chose dans les relations humaines. Hommes et femmes ne pensent pas toujours de la même manière, ils ne communiquent pas toujours sur les mêmes fréquences. Même après des décennies de mariage, il arrive encore qu'un mot prononcé ne soit pas entendu de la même façon par les deux. Ce que j'ai dit n'est pas ce qu'elle a compris, et inversement. Pourtant, si notre relation dure depuis plus de 30 ans, c'est parce que nous avons appris à nous écouter, à nous expliquer, à trouver un langage commun. Sans communication, aucune relation ne survit.
Et c'est là que j'en viens à un point qui me tient à cœur. Le modèle de motivation masculine qu'on voit partout aujourd'hui. Le fameux hustle culture. Cette idée qu'il faut travailler sans relâche, se lever à 4 heures du matin, être tout le temps productif, ne jamais s'arrêter. Je crois que c'est déséquilibré. Oui, les hommes doivent apprendre à travailler dur, à se discipliner. Surtout dans un monde où beaucoup ont grandi sans figure paternelle, sans modèle qui leur montre ce que c'est que la rigueur et l'effort. Mais l'excès inverse n'est pas meilleur. Travailler sans relâche, sans jamais se poser, finit par brûler les esprits et épuiser les corps. Un homme équilibré doit savoir travailler, se dépasser, transpirer dans la salle de sport, s'investir dans ses projets. Mais il doit aussi savoir s'asseoir au coin du feu, respirer, réfléchir, méditer sur ses choix. Parce que si vous passez votre vie à produire, à courir, à accumuler, mais que vous n'avez jamais le temps de penser, de ressentir, de vous retrouver, vous finissez par vous perdre. C'est comme si la société était passée d'un extrême à l'autre. Avant, beaucoup d'hommes restaient assis sur un canapé, passifs, jouant à des jeux vidéo sans jamais se construire. Aujourd'hui, pour compenser, on glorifie l'excès inverse, le travail acharné jusqu'à l'épuisement. Mais le véritable équilibre est au milieu. Il faut être capable de se discipliner et de se reposer. De construire, mais aussi de contempler. Quelqu'un a écrit un jour, les personnes de type A ont un problème de type B, et les personnes de type B ont un problème de type A. Les surproductifs, les perfectionnistes doivent apprendre à lâcher prise, à décompresser, à fermer l'ordinateur à 18 heures, à partir en vacances sans culpabiliser. Les plus passifs, au contraire, doivent apprendre à se discipliner, à travailler, à se lever pour affronter le monde. Mais voilà le problème. La société a de la compassion pour celui qui lutte pour se discipliner, qui veut se construire, qui veut travailler plus. Ce combat paraît noble, inspirant, héroïque. Mais celui qui dit « j'ai besoin d'apprendre à me reposer, à respirer, à trouver la paix » ne reçoit que peu de sympathie. On le juge paresseux, on l'accuse d'être mou. Pourtant, apprendre à ralentir est un combat tout aussi difficile que celui de se mettre au travail. Aucune histoire hollywoodienne ne vous montre un héros qui apprend à s'arrêter. Les montages d'entraînement montrent des gens qui courent, qui se dépassent, qui travaillent plus dur. Jamais quelqu'un qui apprend à couper son téléphone, à éteindre son ordinateur, à savourer le coucher du soleil. Pourtant, c'est parfois exactement ce dont nous avons besoin. Le vrai courage, parfois, ce n'est pas de travailler plus. C'est d'accepter de ne rien faire, de se retrouver seul avec soi-même, et de trouver la paix intérieure sans avoir besoin de se noyer dans le bruit et dans l'action. Parce que la paix, le vrai équilibre, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint en travaillant plus fort. C'est quelque chose que l'on choisit. Point. Alors retiens bien ceci. 2025 doit être l'année où tu deviens ton propre projet. L'année où tu cesses de courir derrière les distractions, derrière les gens qui ne te valorisent pas, derrière les choses qui te vident de ton énergie. Laisse le monde faire du bruit. Laisse les autres parler, juger, critiquer, débattre. Toi, avance. Avance en silence, avance avec confiance, avance avec discipline. Parce que ce n'est pas dans les discussions que ta vie va changer. C'est dans l'action silencieuse, dans le travail que personne ne voit, dans les décisions que tu prends seul le soir quand tout le monde dort. Le silence, c'est ton armure. Le focus, c'est ton épée. Et la combinaison des deux fera de toi une personne que rien ne peut arrêter. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à évoluer. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à construire. Et quand viendra le moment de te montrer, tu n'auras pas besoin de dire un seul mot. Tes résultats parleront plus fort que n'importe quel discours. Les mêmes personnes qui t'ont ignoré, qui t'ont sous-estimé, seront obligées de voir ce que tu es devenu. En 2025, sois le mystère que personne ne peut ignorer. Sois la tempête silencieuse qui prépare son passage. Et souviens-toi, le véritable pouvoir n'est pas dans le bruit, il est dans le calme. Ce n'est pas dans la validation des autres, mais dans la certitude que tu as en toi. Cette année, fais de ton silence un cri de guerre. Fais de ton focus ta plus grande arme. Et deviens la meilleure version de toi-même, sans excuses, sans bruit, mais avec une puissance impossible à ignorer.